Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de retourner au cinéma. Nous filons au cinéma avec Marc Brégon. Bonjour Anne. Bonjour Marc. Nous filons au cinéma parce que, eh bien, quand on ne peut pas sortir au cinéma, on fait son cinéma chez soi. Le cinéma vient à nous. Chez soi, avec des CD, et donc on peut passer de très bonnes soirées. Nous enregistrons cette émission la semaine d'avant la Semaine Sainte, c'est donc qui est la semaine prochaine. Et nous avons eu envie de vous proposer une série de films chrétiens, la plupart diffusés par Sage, qui fait un très bon travail, très instructif, et notamment sur des vies de saints. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime beaucoup les vies de saints. Oui, c'est souvent édifiant par définition. Mais... c'est édifiant, ça aide. Bon, je ne suis pas très mystique, donc si vous voulez, la vie de saint m'aide à monter vers le ciel. Tout à fait, ouais. Quand on a tendance à ne pas vouloir en décoller. Donc nous allons évoquer ces très bons films qui sortent, que vous pouvez acheter tout simplement sur Internet, et comme ça ils arrivent sur votre écran. Et puis les regarder en famille, parce que je pense que oui, c'est important. Montrer à des enfants, aux jeunes qui vous entourent, ces vies de saints est à mon avis éminemment utile. Voilà, et puis Marc, qui est, vous vous en souvenez, chers amis de TV Liberté, qui est l'auteur de ce livre que vous avez aimé, Contre les enfants du millénaire, aux Nouvelles Marges, et qui est responsable à l'Incorrect de cette lettre quotidienne qui s'appelle L'Un quotidien. Tout à fait. Alors, nous allons... commencer par nos films. Vous avez regardé 2 films de cette production très très importante de Sage, enfin de ces diffusions de Sage. Oui. Et ils ont raison parce qu'ils profitent du fait que nous ne sommes pas au cinéma pour nous proposer des choses. Oui, avant, je voulais avoir votre avis sur cette sinistre cérémonie de remise des Césars, qui a été très très joliment critiquée avec une batte de baseball par Arthur de Vatrigan, Arthur de Vatrigan, notre autre compère, dans un style, je dois dire, éblouissant. Donc, on a eu ce happening avec cette femme, le capitaine Marlowe, qui a voulu nous dire plein de choses, en se déshabillant, en se mettant de la peinture rouge censée représenter du sang, et avec quand même des tampons usagés aux oreilles. Là, ça a commencé à devenir lourd. Écoutez, je crois qu'on ne s'attendait à rien, et en fait, on a eu encore pire que rien. En fait. C'est ça, avec César, c'est toujours un peu magique. On creuse toujours un peu la tombe du cinéma français, donc c'est évidemment sinistre. Alors, j'en ai vu que les bonnes, quelques images, photos, les photos et quelques scènes. C'est évidemment sinistre, mais au moins, cette cérémonie a eu le mérite de récompenser quand même un des plus beaux films de l'année dernière, qui est Adieu les cons. Oui, mais ça a complètement occulté. Voilà. On avait un très bon livre, à tel point, je me demande même si c'était pas un peu voulu d'occulter ce livre, ce film, qui était une critique du monde contemporain assez costaud, très acide. Et avec en plus un esprit finalement assez classique, je trouve, en plus, assez finalement à l'ancienne. Que le réalisateur défend avec beaucoup de virtuosité. Et je pense que d'ailleurs son absence voulait dire beaucoup. De toute façon, il n'y va jamais apparemment en César, parce que je pense que lui-même sait très bien que ce genre de cérémonie est complètement contre-productif par rapport à son art. Donc donc je pense qu'il a eu raison de ne pas y aller. Et donc, mais allez voir, chers amis de TV Liberté, allez voir Adieu les cons. Dès qu'on pourra revenir en salle, il faut aller le voir. Mais non, il faut le commander, il faut l'acheter sur Internet. Il est disponible déjà, d'accord. Je ne sais pas, c'est vrai, mais parce que je crois que sa diffusion a été coupée justement par le confinement. Je crois qu'il va revenir en salle si les salles rouvrent. Alors donc, je ne suis pas sûr, à vérifier. Donc allez le voir en salle quand vous pourrez. Mais c'est quand même un livre très étonnant, très joli, on rit, on pleure. C'est intelligent. Complètement, oui. C'est un film complet, il y a autant de burlesque. Et c'est plein de poésie. Une poésie étonnante. À plus d'un titre. On n'en dit pas plus, mais
Voilà. Alors, vous avez regardé, tout comme moi, cette histoire de Sainte Faustine. Tout à fait, ouais. Que je ne connaissais pas d'ailleurs, enfin, je ne connaissais que de nom. On connaît très mal, à oui, vrai dire, oui. c'est vrai qu'en n'étant pas polonais, on connaît mal l'histoire des saintes polonaises. Et j'étais surpris d'ailleurs d'abord par la facture du film que j'ai trouvé très comment dire, très bonne. Un va-et-vient entre des interviews... Voilà, entre un documentaire et une reconstitution. Et une reconstitution avec une très jolie polonaise. Oui, tout à fait. Alors par contre, j'étais un peu moins touché par la constitution que j'ai trouvé un peu trop géographique. Bon, après, c'est le propos du film, est très géographique, bien sûr, mais peut-être un petit peu trop décorative. Je trouve que ça manquait. C'est vrai qu'après, bon, la mystique, c'est toujours très dur à montrer au cinéma. Peu de réalisateurs l'ont bien fait. C'est même, oui. À part Dreyer avec sa Jeanne d'Arc, peut-être, à la limite, mais sinon, c'est très dur à montrer au cinéma. Donc, ils se sont cantonnés à une sorte de géographie qui est parfois un peu sirupeuse. En revanche, j'ai beaucoup aimé la partie documentaire qui vraiment s'interroge vraiment sur les visions qu'a eu Sainte Faustine. Alors, Sainte Faustine, c'est donc cette sainte qui naît en 1905. Elle meurt juste avant la dernière guerre. 38. Elle a donc été canonisée par Jean-Paul II en 2000. Elle est d'un milieu très simple. Et quand elle dit à ses parents qu'elle a reçu un appel de Jésus, ses parents l'envoient sur les roses. Et elle va essayer d'oublier. Elle retourne dans le monde. Et puis, en fait, c'est une scène très intéressante. Elle est en train de danser et Jésus lui apparaît. Parce que c'est une femme, donc, c'est une jeune femme qui a des apparitions. Et dans une de ces apparitions, le Christ lui demande de faire un tableau. Et c'est ce tableau que vous connaissez peut-être, c'est ce tableau du Christ avec une main qui va bénir et l'autre qui ouvre un coin de sa tenue pour laisser se répandre deux flots de lumière. Une rouge et une blanche. Une rouge et une blanche. L'eau du Saint-Esprit et le rouge de son sang. Donc tout ça est évidemment très beau et c'est l'histoire aussi de ce tableau. Ça c'est quand même très amusant. Oui, c'est une histoire, c'est assez incroyable parce qu'en fait, ce tableau a été fait donc par le peintre était franc-maçon, ce que nous rappelle le documentaire. Oui, avec difficulté. Et donc il l'a fait avec difficulté. Oui, apparemment, entre eux, c'était vraiment conflictuel en fait. Voilà, le peintre a plusieurs fois failli lâcher l'affaire, a failli abandonner. Et en fait, finalement, les choses sont malgré tout faites. Et le tableau, apparemment, a des proportions qui sont presque miraculeuses parce qu'en fait, elles correspondent parfaitement aux sueurs des Turins en fait. Alors, je vous ai peut-être expliqué ça mieux que moi. Non, allez-y. Mais en fait, voilà, donc le tableau, en fait, au niveau des proportions, en fait, serait parfaitement surimpressionnable aux sueurs de Turin, et donc c'est presque miraculeux, enfin c'est miraculeux. Et donc beaucoup de scientifiques et d'artistes se sont penchés sur la chose et on dit qu'en fait c'est forcément une sorte d'inspiration divine puisque sinon si vraiment il avait voulu le faire volontairement, il aurait dû faire des milliers d'ébauches en fait, des milliers de peintures pour pouvoir aboutir à ce résultat quoi. Donc on est là devant un vrai mystère en fait qui relève vraiment de l'inspiration divine et de la mystique. Donc pour ça c'est vraiment intéressant de voir comment alors malheureusement ce peintre a eu une fortune assez peu heureuse, puisque je crois qu'il s'est suicidé. Voilà, tout à fait. Il s'est suicidé. Alors, il s'est suicidé au début de la guerre. Est-ce que c'est pour on ne connaît pas les raisons. D'autres raisons. Elles ne sont pas expliquées. Ouais. Mais il savait probablement que la Pologne serait détruite. Et ça suffit pour se suicider. D'ailleurs, Faustine a eu des visions de la Pologne détruite, de Varsovie sous les bombes, bien avant la guerre. Et puis, l'histoire de cette amitié avec ce prêtre, ce directeur de conscience, qui est une amitié extraordinaire. On pense évidemment à Saint-François et Sainte-Claire, on pense. Et il va tout faire pour l'aider dans la diffusion de ce culte à la miséricorde divine. Et il est très bien joué. Oui, l'acteur, c'est vrai qu'il est assez... Et on voit la fin de sa vie où, bien sûr, il est pas... nous sommes dans une Pologne qui est devenue communiste. Et sa fin de vie est assez triste. Mais ils vont réussir, tous les deux, puisque juste après la guerre, le culte va être mis à l'honneur. Et ce qui est étonnant aussi, c'est la propagation en Amérique.
Oui, tout à fait, ouais, c'est vrai. Mais ce qui est fascinant dans le destin de ce prêtre, c'est qu'en fait, au début, il a été bafoué parce que finalement, le Vatican, à l'époque, avait refusé le dogme de Sainte Faustine. Et en fait, c'est parce que l'archevêque de Lodz, donc futur Jean-Paul II, a cru dans le message de Sainte Faustine et donc du prêtre, qu'il a pu après, qu'il a pu sauver en fait le dogme de la miséricorde divine. Mais ça, c'est un classique, hein, les évêques qui refusent. D'ailleurs, dans le film, c'est très joliment dit par une petite religieuse. Oui, il est prudent. L'Église est très prudente et donc elle attend beaucoup pour... Mais enfin bon, dans le cas de Fatima, l'évêque du coin est insupportable avec les petites voyantes. Donc il y a des limites quand même. Même à la Salette, je crois aussi. La Salette, pendant très longtemps... La Salette, oui. Et à Lourdes. Et à Lourdes, bien sûr. Et à Lourdes. Donc c'est un classique. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est la propagation de ce culte en Amérique. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Polonais en Amérique. On oublie. Oui, bah oui, c'est vrai. On oublie, mais il y a beaucoup de Polonais. Donc Faustine. Et puis bon, j'aime beaucoup la phrase qu'elle nous demande de répéter, c'est Jésus, j'ai confiance en toi. C'est la base de la miséricorde. C'est assez... c'est très beau. Et puis, vous avez vu un autre film qui est Le plus beau des cadeaux. Oui, qui est un film intéressant parce qu'en fait, ça commence un peu comme une sorte de parodie de western. En fait, alors quand on connaît en plus l'histoire très, très proche en fait, c'est un film espagnol. Donc. Et donc, en fait, l'Espagne entretient un rapport avec le western très proche puisqu'en fait, comme vous le savez, ils ont beaucoup de studios, notamment à Almeria, où ont été filmés tous les westerns italiens là-bas. Donc voilà, ça commence vraiment comme une sorte de film sur un film. Donc un film en train de se faire. Voilà, un tournage de western en fait. Et il se trouve que subitement, le réalisateur décide d'arrêter le tournage parce qu'en fait, il refuse cette fin. Au moment crucial, où les deux hommes sont dos à dos, ils vont marcher s'éloigner l'un de l'autre pour se retourner et se flinguer. Tout à fait. Et là, en fait, le réalisateur refuse tout bêtement cette fin sinistre. Et il décide en fait de s'interroger sur... Et pas original. Et pas original, bien sûr. Et du coup, en fait, il s'interroge donc sur comment doit finir son film de façon qui parle à son cœur davantage. Et donc, en fait, là, c'est un prétexte pour en fait inaugurer une sorte de voyage, d'apprentissage, en fait du pardon chrétien, quoi. Et donc en fait ce prétexte métafilmique va apporter plusieurs témoignages sur le pardon. Donc ils vont passer du Rwanda, des témoignages vraiment incroyables de Tim Guénard, cet homme dont toute la famille avait été tuée. Voilà aussi. Et puis le Rwanda. Oui, et le Rwanda, qui clôt le film et qui est quand même assez incroyable. Avec cette vie de nouveau en commun entre Tutsi et Hutu, alors que les uns ont massacré les autres. Et avec une bêtise, parce qu'il y a un juge de la commission Justice et Paix, commission internationale, qui nous dit que tout ça, c'est de la faute des Blancs, comme d'habitude. C'était à la colonisation, on a bien séparé les Hutus des Tutsis. Je pense qu'il y a fait J'ai suffisamment voyagé en Afrique pour savoir que les tribus existaient avant, les ethnies existaient avant que l'arrivée des Blancs et qu'ils se tapaient sur le nez bien avant que nous arrivions. Oui, c'est une très vieille histoire. Donc c'est la petite bêtise, mais du politiquement correct, puisque nous sommes responsables de ça. Sauf que on leur a aussi apporté le christianisme et donc le pardon. Grâce auquel ils peuvent se pardonner, tout à fait. Voilà, et c'est des scènes magnifiques. Mais il y a aussi des trucs inouïs. Des Colombiennes, des femmes colombiennes qui ont subi des attentats terroristes, qui ont perdu des jambes, des doigts. Des figures à l'acide et qui pardonnent à leurs bourreaux. Et qui reprennent leur vie comme si elles étaient agrandies. Et c'est le cas en plus. Oui, tout à fait. C'est le cas. C'est ça, une vie agrandie par le pardon. C'est vraiment tout à fait inouï. Je pense à ce personnage qui s'appelle Irène. Et puis, j'ai été très émue par le couple. Oui, par ce couple qui a 3 enfants, tout va bien, ils sont heureux, il n'y a pas de problème. Puis tout d'un coup, la femme a un coup de folie, elle veut devenir une superwoman, elle va prendre un travail et puis un amant. Et les 3 enfants et le père restent dans la maison. Et le père décide de garder le couvert de sa femme, matin, midi et soir, pendant 5 ans.
Et elle finira par revenir. Elle finit par revenir. Elle finit par... Et pour le mari, évidemment, la question du pardon ne se pose même pas, puisqu'il l'aime. Ouais. Et puisqu'il l'a appelé tous les jours, en fait. Il l'a appelé... dans sa prière. Dans sa prière, sa prière quotidienne. C'est des scènes magiques. Alors, en plus de ça, ce film est plein d'humour. C'est bourré d'humour, notamment par rapport à ce réalisateur en fait, qui cherche finalement à la fois une sorte de preuve existentielle de son film finalement là, et qui du coup là, donc on a en fait par étapes on voit ce tournage finalement tourner un peu vers le burlesque parfois jusqu'à la fin d'ailleurs. La caricature du western. Moi j'avoue que j'en ai regardé un peu beaucoup dans ma jeunesse. Maintenant j'ai du mal à supporter. Ça m'agace. Je trouve que c'est une caricature de l'Amérique. Un peu trop vrai. C'est un film qui est vraiment lié à une époque, de toute façon. Je pense que... Et alors, le moment le plus drôle, c'est quand Tim Guénard, qui était donc d'origine indienne, et donc on montre les Indiens qui ont enfoui la hache de la guerre, et ils ont transformé le bout de bois en calumet de la paix. Et il y a une réflexion très très drôle, mais il vaut mieux, qu'est-ce qu'il vaut mieux, mourir assassiné que le cœur, avec un cancer de la gorge. Et la réponse est très belle. Il vaut mieux avoir le cœur plein de miséricorde, d'amour. Et le poumon plein de fumée. La propagande anti-cigarette. Anti-hygiéniste. On prend un coup. Donc c'est un film à voir avec sa famille, parce que c'est un film qui marchera très très bien. Et parfois c'est dur, parce que bon, il y a quand même des témoignages qui sont vraiment poignants. Poignants, oui. Mais bon, voilà, c'est important de voir ça, je pense. Poignant, absolument. Alors, moi, je voudrais vous parler maintenant du troisième film, qui est cette sainte soudanaise. C'est une ancienne esclave du Soudan, qui a vécu de 1869 à 1947. Et qui est morte dans un monastère du nord de l'Italie. Et pourquoi ? Mais parce que d'abord, elle a été arrachée à sa famille. Sa famille d'ailleurs a été exécutée par des musulmans venus du nord qui ont raflé tous les enfants. Et elle a donc servi dans une famille musulmane, et elle a été rachetée par un marchand d'armes dans le film. Dans la réalité, il semblerait que ce soit le consul d'Italie. En tout cas, elle est ramenée en Italie, et elle va s'occuper d'une petite fille qui est souffrante et qui est orpheline de mère. Donc, et elle va faire découvrir à cette petite fille la vie extérieure et donc la santé. Et cette sainte, cette jeune africaine qui est évidemment reçue dans ce village italien très pauvre, on est dans la campagne italienne, les maîtres roulent sur l'or, dînent dans la vaisselle d'or et d'argent, mais les pauvres paysans sont quand même bien malheureux. Et elle va être, bien évidemment, reçue avec des fourches, parce que c'est le diable. Aucun n'a vu d'Africain de sa vie, j'imagine. De sa vie. Et elle va frapper par sa bonté à l'égard de tout le monde, y compris dans la période d'épidémie, parce qu'il y a une épidémie de variole qui va décimer le village, et elle va rester. Elle va rester, sauvant tout le monde, donnant à manger aux uns et aux autres, et elle va en sauver beaucoup. Et elle va être initiée à Dieu et à la religion chrétienne par un prêtre qu'elle va elle-même faire grandir. Parce que sa particularité, cette sainte Bakita, c'est qu'elle est toute modeste, toute simple, mais que son but dans la vie, c'est de faire comprendre aux êtres qui l'entourent qu'ils sont des êtres importants, qu'ils sont des êtres pleins de noblesse et de dignité, et qu'il faut qu'ils s'épanouissent dans cette dignité. Et donc, elle rend sa dignité à chacun. Et elle fait ça tout du long du film, enfin tout du long de sa vie, et c'est très très beau aussi. Et puis,
elle va vouloir rentrer dans les ordres. Là aussi, les religieuses l'accueillent difficilement, parce que les vieilles religieuses italiennes ne sont pas particulièrement accueillantes. Et elle est mise à laver le sol tout de même. Hein. Elle nettoie le sol, comme faisait d'ailleurs Bernadette à Nevers. Ou Faustine d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. Et Faustine, elle lave toutes les carreaux. Hein. C'est une école de modestie, mais elles font leur travail avec Ad Majorem Gloriam Dei, donc tout va très bien pour elles. Pas une seconde, elles se disent qu'elles pourraient faire autre chose. Et elle a des phrases étonnantes. Je n'étais pas encore libre, mais les choses commençaient à changer. Fini les fouets, les punitions, les insultes, bref, les 10 ans de traitement inhumain. Et puis aussi, je n'ai jamais détesté personne. Qui sait, peut-être qu'elle ne se rendait pas compte du mal qu'elle me faisait. Elle est toujours... elle est dans la même attitude que dans le film Le plus beau des cadeaux. Si je rencontrais ces négriers qui m'ont enlevée et ceux-là qui m'ont torturée, je m'agenouillerais pour leur baiser les mains, car si cela ne fût pas arrivé, je ne serais pas maintenant chrétienne. Voilà, c'est deuxième film très beau. Et puis, troisième, Saint-Augustin. Ouais. Alors moi, j'ai toujours été fascinée par Saint-Augustin. Je ne sais pas vous si... il était, pour moi, son destin, pour le coup, est vraiment incroyable, parce que c'est quelqu'un qui est connu pour avoir un passé assez sulfureux, qui a fréquenté pas mal les maisons closes et ce genre de choses. Et donc, qui a eu une maîtresse. Il a eu sa période maison close, ensuite il a eu une maîtresse qu'il a gardée très très longtemps, qui a été la mère de son fils, et qu'il aimait beaucoup, et qui a renoncé à lui pour le laisser aller vers son destin. Et qui a donc lui appris à donner sa vie pour celui qu'elle aimait. Ça, c'est Saint-Augustin qui le dit lui-même. Et puis, le petit garçon va mourir, et sa mère, qui est donc Sainte Monique, sa mère va tellement prier, parce que sa mère est chrétienne, qu'elle va finir par... convertir cet homme qui est un brillant avocat, parce que c'est un avocat. Et la phrase qui revient sans arrêt dans la bouche de Saint-Ambroise, c'est tu ne cherches pas la vérité, c'est la vérité qui te trouve. C'est assez fort. C'est très bien joué. Donc on est à Tagaste au départ, c'est-à-dire en Afrique du Nord, puisque Saint-Augustin naît en Afrique du Nord. En fait. C'est l'actuelle Algérie, l'Algérie, bien sûr. Et puis il va aller à Milan, à Rome et à Milan. Et il va revenir en Afrique du Nord, et là, les barbares vont attaquer, c'est les grandes invasions, et il sera tué sur les remparts. Donc, film extrêmement signifiant, film en 2 parties, c'est long, il faut 2 soirées, mais qui montre bien cette Rome décadente et ce christianisme montant. C'est un très beau film aussi. Voilà. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai commencé. C'est un film sur les chrétiens de Chine. Il est bon de croire en Dieu. C'est des pauvres Chinois qui sont poursuivis par le fisc, par les inspecteurs, et dont le commerce est ruiné. Et qui vont partir en Corée du Sud. Mais... qui est un petit peu plus un film de propagande, sans arrêt. Oui, c'est un film anticommuniste. Alors tout le temps, on vous dit le PCC est responsable de ça. Bon, on sait très bien, c'est pas la peine de nous le répéter 4 fois. Voilà. Donc, mais je pense que c'est quand même un film à voir, parce que c'est un film contemporain, et on voit les pauvres Chinois qui vont, bien sûr, découvrir la foi.
Et qui nous rappelle quand même que les chrétiens sont la première communauté qui est persécutée au monde, Oui. il me semble. Donc, Oui, première communauté au monde persécutée, absolument, mais vous le savez, c'est le sang des chrétiens est semence. Tout à fait. Non, sang des martyrs est semence des chrétiens. Voilà, tous mes films. Alors vous avez vu... c'est donc, vous tapez sur Internet Sage Productions et on a tous les films que je vous ai cités. Faustine, Le plus beau des cadeaux, Bakita et Saint-Augustin. Ça fait 5 films. 4, je crois, non? Non, parce que Saint-Augustin est en 2. C'est en 2 parties, d'accord. Autant pour moi. Et alors, vous vouliez nous présenter... Oui, j'ai fait une petite moisson de DVD, puisqu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Oui, donc, oui, absolument. Je voulais quand même parler de la réédition magnifique de La Roue d'Abel Gans, qui est sortie enfin dans sa version intégrale, qui fait quand même plus de 7 heures. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Eh bien, écoutez, c'est une sorte de mélodrame flamboyant, en fait, comme on savait faire à l'époque du cinéma muet. Donc, en gros, c'est sur un principe assez... c'est un film muet. C'est un film muet, tout à fait, de 1923, qui a été tourné entre J'accuse et Napoléon, le fameux Napoléon de Gans. Oui. Et donc, comme à l'époque ça se faisait, c'est une sorte de mélodrame épique, en fait, qui parle... Gans disait qu'il voulait faire textuellement une sorte de mélodrame des temps modernes, en fait. Donc en gros, ça parle du monde du rail, en fait, et donc c'est un cheminot qui trouve une orpheline suite à un accident de chemin de fer, et qui donc va l'adopter et après s'éprendre d'elle, en fait. Et donc c'est évidemment très ambigu, surtout quand on sait que Gans, à l'époque du tournage du film, précisément convolait avec une fille qui avait 20 ans de moins que lui, et qui était malade, très malade, et qui est morte pendant le tournage du film, me semble-t-il. Donc il y a tout ce sous-texte derrière autobiographique, et très tragique finalement, entre une espèce d'amour fou, typique de l'époque. Mais il attend qu'elle soit un peu grande quand même, non? Dans le film, en fait, il attend jusqu'à sa mort, en fait, puisque, en fait, sans vouloir divulgacher la chose, ce n'est jamais consommé, en fait. C'est un amour fou, tragique, complètement. Voilà. C'est joli comme expression, divulgacher. Divulgacher, oui. J'aime bien. Évite de dire spoiler. Oui, c'est un mot français. Très et donc bien. Surtout, c'est un film qui en fait nous rappelle à quel point le cinéma muet était un art total, était un art vraiment très différent du cinéma actuel, moderne, puisque c'est un art qui est basé avant tout sur des images clés, presque archétypales, presque symboliques, où il y avait beaucoup d'expérimentation, beaucoup de surimpression, beaucoup de donc c'est un film très esthétique. C'est un film très, très esthétique, qui est magnifique. Alors c'est très long, on peut le voir comme une série, on peut le chapitrer en série, hein. Mais ça rappelle vraiment à quel point le cinéma muet était avant-gardiste, je pense. Ça, il faut jamais l'oublier. C'est vraiment un cinéma avant-gardiste. C'est-à-dire que dès le cinéma muet, finalement, toute la grammaire du cinéma était déjà là, et elle était même plus riche, puisqu'en fait, il n'y a pas la parole. Donc il fallait contourner un peu le texte. Chaque image devait porter un sens. Voilà, chaque image devait résumer le film, en fait, quasiment. Et donc, chaque image, du coup, il y a un tableau. C'est très formateur de regarder un film muet. Ah, complètement, si on veut comprendre le cinéma. Et ça reste vraiment très moderne, en plus. Très bien. Deuxièmement, je voulais parler de La Tisane de Sarment. Alors, c'est un film très peu connu, parce qu'à la base, c'est un téléfilm qui est sorti en 80, je crois, sous l'impulsion de France 3, et en fait, qui retrace l'histoire de Joël Bousquet. C'est un écrivain du début du XXe siècle, qui en fait n'a pas eu de chance, puisqu'il sur le front, il était touché par une balle allemande, en fait, qui l'a laissé hémiplégique. Et donc, il est rentré dans sa ville de Carcassonne, où il était né, je crois, et en fait, c'est quelqu'un de grande bourgeoisie de Carcassonne, en fait. Donc il a réintégré la maison familiale, dans laquelle il a commencé à composer une sorte d'œuvre littéraire entre le surréalisme et le romantisme, qui est vraiment magnifique, dans la mesure où en plus il avait justement, développé toute une sorte de panthéon personnel de jeunes femmes qui venaient parfois le voir, qui lui lisaient des livres par exemple, et donc il a commencé à établir une sorte de poésie en prose très belle sur ces femmes, et aussi sur ses multiples rencontres avec Jean Paulhan, avec Aragon, avec Dubuffet. Donc en fait, sa chambre de malade devenait quasiment une sorte de salon littéraire elle tout seule, quoi. Et donc le film La Tisane de Sarment retrace un peu sa vie. C'est Philippe Léotard qui interprète le rôle de Joël Bousquet, qui était complètement investi par le rôle. Philippe Léotard. Qui était un bon acteur. Qui était vraiment investi par le rôle. Et donc c'est très intéressant, c'est une très bonne facture, c'est une mise en scène qui est assez belle, assez détaillée. Donc voilà, donc je conseille ce film pour... Et il ressort en DVD aussi. Il ressort en DVD, tout à fait. Voilà. Très bien. Et dernièrement, je voulais conseiller, alors c'est un livre qui est sorti chez Rouge Profond, Potemkin, le cinéma halluciné de Maxime Lachaud. Potemkin, en fait, c'est quoi? C'est un éditeur DVD qui, à la base, était une boutique dans le 10e arrondissement, qui a dû être fondée dans les années 2010, je pense,
et qui avait commencé à réunir tout un aropage de cinéphiles avertis, de passionnés de cinéma un peu exigeants, un peu cultes, ou un peu oubliés tout simplement. Et de fil en aiguille, ils ont réussi à faire leur rêve, en fait, c'est-à-dire à créer une boîte d'édition DVD qui s'appelle donc Potemkin, et qui en fait va s'attacher à faire ressortir un peu des films rares du catalogue, et à publier des intégrales, par exemple Tarkovsky, qui est leur best-seller, donc un très beau coffret de Tarkovsky, toujours avec des designs très soignés. Et donc Maxime Lachaud va essayer de retracer un peu leur historique à travers ce livre, mais aussi de définir ce qu'est pour lui ce qu'il appelle le cinéma hypnagogique, c'est-à-dire en gros le cinéma halluciné, c'est-à-dire ce cinéma qu'on a du film muet jusqu'à maintenant, Kenneth Anger ou des gens comme Gaspard Noé, qui en gros essayent de proposer des expériences immersives, vraiment sensorielles, quoi. Et donc voilà, c'est tout le but de Potemkin et de Maxime Lachaud, que de retracer un peu ce cinéma qui propose un peu des rêves éveillés, en quelque sorte. Voilà. Oui, c'est les films de Tarkovsky, il faut les vivre en fait. Il faut les vivre, mais il faut être très bien disposé. Hein. Il faut être serein, calme et accepter ces images qui sont souvent très mystérieuses. Ouais. Et je trouve que c'est un livre important parce que surtout à l'heure où malheureusement le DVD est menacé évidemment par Netflix et autres plateformes de streaming. Vous pensez, excusez-moi, mais Netflix, quand je regarde les programmes, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. On n'a aucune envie de s'abonner à Netflix. Oui, mais justement, malheureusement, pour les gens qui ne connaissent pas forcément le cinéma, en fait, ça leur suffit. Et donc, oui, mais enfin, ça, vous ne pouvez pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Si ça leur suffit, c'est qu'ils ont des petits QI et peu d'aspiration esthétique. Mais il y aura toujours de la place. Vous savez, moi, je suis une optimiste invétérée. Il y aura toujours de la place pour les œuvres d'art. Ouais, un monde sans œuvres d'art, ça n'existe pas, tant qu'il y a des hommes. Mais, et puis, j'ai envie de vous dire que la soupe assénée sur des gens, à un moment donné, ils disent « ça suffit, la soupe, il y en a marre ». Puissiez-vous avoir raison. Non, mais je le pense. Je vois beaucoup de jeunes qui disent Netflix, c'est pure shit, comme on dit en anglais. Je ne peux pas le dire en français, ça serait mal élevé. En tout cas, actuellement, les salles sont fermées, de cinéma sont fermées, donc c'est vrai que du coup, le DVD peut revenir comme une sorte d'objet cinéphilique. Mais oui, être important. D'ailleurs, c'est comme la musique. Je viens d'apprendre qu'il y avait, c'est un ami, un téléspectateur, qui m'a signalé qu'il y avait une radio Mozart. D'accord. Donc vous tapez sur Internet Radio Mozart et c'est que du Mozart, opéra, symphonie, concerto, enfin c'est extraordinaire. Donc il faut que les spectateurs retrouvent l'initiative. Ouais. À partir du moment où on veut vous imposer vos spectacles, il faut absolument dire non, niet, et je choisis. Il faut. Mais je crois que. D'abord, je crois qu'il faudrait qu'on enseigne le cinéma à l'école. Je pense qu'une initiation au cinéma à l'école. À la grammaire du cinéma, comme vous disiez. Est absolument nécessaire. Moi, j'ai bénéficié de cela. Et j'avoue que j'étais en première ou terminale, je ne sais plus. Mais ça a suffi pour me faire comprendre que le cinéma, c'était autre chose que des images qui dansaient sur un écran. Et il y avait ça. Et puis oui, vos critiques de cinéma, nos critiques de cinéma sont importantes parce qu'on focalise sur les grands films et on éradique les autres. Et parce que, vous savez, beaucoup de gens dans le public ne vont plus au cinéma tellement ils en ont assez de payer 10 €, voire 12 pour un truc qui est lourd, indigeste, pour aller voir les tuches. Laid, les tuches, oui. Indigeste, laid, sanglant, enfin bref, terrifiant. Enfin, je peux arrêter là la liste des adjectifs. D'où le rôle du critique, voilà. D'où le rôle du critique. D'où le rôle du critique, pour filtrer un peu dire allez-y en confiance. Mais il faut.
c'est quand même un bonheur. Parce qu'on ne peut pas lire toute la journée. Non, bien sûr. Je vous avouerai que le soir, moi, je ne peux plus. J'ai les yeux qui tombent, j'ai lu toute la journée. Donc le soir, il faut que je fasse autre chose. Et encore une fois, ça sera la conclusion de cette émission, on peut lire un film comme on lit un livre. Tout à fait. Vous pensez qu'on va retrouver les écrans, le chemin des écrans incessamment sous peu ? Écoutez, j'espère pour mai peut-être, avec un peu de chance. Pour mai ? Mais bon, ne soyons pas trop optimistes. Non. Ça fait 1 an qu'on attend, donc en tout cas non. quelques mois. Oui. J'espère pour mai, oui, a priori. Donc, je vous rappelle, prenez vos crayons, chers amis de TV Liberté. Nous vous avons proposé Faustine, Le plus beau des cadeaux, Saint-Augustin, Bakita. Je vous ai signalé Il est bon de croire en Dieu. Et Marc Obregon est arrivé avec 2 films, La Roue, film muet d'Abel Gans, et La tisane de Sarment de Joe Bousquet. Voilà. Et ce livre de Maxime Lachaud, Potemkin. Voilà. Merci beaucoup, Merci à vous, Marc Obregon, et à très vite. C'était un bonheur de reprendre Tout à fait. ces chroniques de cinéma. À bientôt. À très vite, chers amis TV Liberté.